Je vais donner la parole d'abord à notre rapporteur Jean-Pierre Michel, puis je vais demander qui souhaite intervenir. J'ai déjà Madame Goulet. Y a-t-il d'autres candidats? On va donner la parole. Madame Meunier. Y en a-t-il d'autres? Bien. Alors, pour le moment, on va en rester là. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, comme il ne nous reste qu'un quart d'heure, je ne prendrai pas la parole maintenant. Et peut-être qu'à la fin, si j'ai encore le temps, je poserai une question à Irène Théry. Donc, je préfère que nos collègues posent leurs questions. Voilà. Madame Goulet, on a commencé. Oui, Monsieur le Président, d'abord je vous remercie d'avoir ouvert ces auditions aux membres des autres commissions du Sénat, parce que c'est toujours très important. Madame le professeur, je vous remercie de cet exposé. Moi, j'ai une question très courte, parce que j'ai remarqué que dans la série des auditions qu'on avait, on n'avait aucune audition en matière de droit comparé. Appartenant à la Commission des affaires étrangères, je voudrais simplement savoir si, dans l'historique familial et historique que vous avez fait du lien, notamment de la présomption pater-iseste, etc., est-ce qu'on est, comment se positionne la France par rapport à ses voisins étrangers ou européens? Est-ce que notre droit est totalement rétrograde ou est-ce qu'il est conforme à une période donnée aux autres droits, notamment européens? Alors, je pense que... Oui, pardon. On va prendre toutes les questions et même celles de monsieur le rapporteur parce que je sens bien qu'il a des choses à dire. Il ne faut pas qu'il soit frustré. C'est jamais bien. Et d'autre part, pour que personne ne soit frustré non plus, je vous rappellerai, Madame Goulet, que la Commission des lois a sollicité une étude de législation comparée qui existe, qui est publiée, qui est à la disposition de tout le monde sur le site du Sénat et que je vais vous envoyer. Bien. Alors, maintenant, Madame Meunier. Oui, une question, Madame. Vous avez donc axé votre communication beaucoup sur l'adoption et je vous en remercie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je suis d'accord avec vous pour dire que l'adoption, c'est un engagement de lien pour la vie. Et j'aime cette conception de l'adoption. Vous avez beaucoup développé sur l'adoption plénière et je voulais peut-être vous entendre un peu sur l'adoption simple puisqu'on sait que dans ce domaine, de plus en plus, on en parle parfois au détriment de l'adoption plénière. La parole est à... Qui veut la parole encore? Monsieur le rapporteur. J'ai juste une toute petite question. Voilà, je sentais bien. Une toute petite question à Irène Théry qui sait que je suis favorable à l'accès aux origines. Je pense que c'est la seule chose qui nous différencie des autres espèces animales. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être pas dans ce projet de loi, faire en sorte que pour les enfants adoptés, leurs parents biologiques figurent toujours sur leur état civil? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'adoption plénière. Bien. Je vais vous demander, chers collègues, s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Hein. Bien. Donc, ça fait 3 questions. On va permettre à Madame Thierry de nous répondre. Rassurez-vous, vous avez bien votre heure. Hein, ne vous inquiétez pas. Nous gérons le temps ici au Sénat. Vous savez, on est des grands habitués de la question du temps. Alors, donc, dites-nous bien. Et puis, si après il y a encore quelques questions, il faudra que vous vous exprimiez. Mais ça dépend des jours. Alors, Madame le professeur. Alors, d'abord, par rapport à l'évolution générale autour de nous, c'est vrai que j'ai pris l'exemple du droit français, parce qu'à la fois c'est le nôtre, parce que c'est plus simple, mais les grandes évolutions que j'ai retracées, elles ne sont bien sûr pas propres à la France. Ce modèle matrimonial de filiation, il a été celle de toutes les démocraties occidentales, peu importe que l'on soit en France, en Angleterre ou ailleurs. Et le point peut-être qui va nous distinguer des autres et nous faire prendre un certain retard, c'est, je dirais, que d'autres démocraties ont peut-être été face à des évolutions et aux questions que nous posent ces évolutions, quand il faut essayer de redéfinir un peu les repères, ont été plus sensibles que nous d'emblée à la question des droits de l'individu et des droits de la personne en général, des droits de l'enfant en particulier. Et de ce fait, ont quelquefois été capables de suivre plus vite que nous un certain nombre d'évolutions en les comprenant à partir de ce prisme des droits de l'enfant ou des droits de la personne. Alors, par exemple, en matière d'adoption par des couples de même sexe, vous voyez qu'on est beaucoup moins troublé dès lors qu'on a ce guide, parce que l'on comprend que ce qui provoque du trouble en France aujourd'hui,
autour de cette question de deux parents de même sexe. Et l'exemple que j'ai donné de l'UNAF, excusez-moi, mais l'exemple que j'ai donné de l'UNAF, mais on aurait pu en donner beaucoup d'autres. Jean-Pierre Rosenzweig, par exemple, qui est un magistrat connu, qui dit la filiation, c'est je suis issu d'eux. Il a dit cela encore tout à fait récemment, j'ai entendu ça à la radio. Donc, il y a une confusion chez nous parce que peut-être on ne se laisse pas assez guider par justement la question des droits de l'enfant. Et je ne dis pas ça pour accabler Jean-Pierre Rosenzweig, dont j'admire le travail sur les droits de l'enfant. C'est pour dire que ce que d'autres pays ont peut-être mieux compris que nous, et d'ailleurs ont moins d'angoisse par rapport à l'adoption par un couple de même sexe, c'est que on doit distinguer la question du fait que tous les enfants naissent des deux sexes et qu'effectivement ce serait un problème si on était dans le déni du fait que chacun de nous est constitué de l'un et l'autre sexe. Et Françoise Héritier vous en parlera peut-être, mais à travers, en indiquant que chaque enfant naît de l'un et l'autre sexe, toutes les sociétés humaines disent quelque chose certainement de très important. Chacun de nous n'est que d'un sexe, mais aucun de nous n'est enfermé dans une moitié d'humanité. Et on a l'air de rien quand on dit, par exemple, il a le nez de sa mère, les oreilles de son père, etc. Ce qu'on dit, d'un point de vue symbolique, c'est il n'est que d'un sexe, mais il est constitué des deux. Ce que certains anthropologues appellent une androgynie symbolique. Et on ne joue pas avec ce genre de choses, c'est très important, mais aujourd'hui, justement, avec le développement de la distinction entre parents et géniteurs, dans le cas de l'adoption, on peut tout à fait, et l'adoption par un couple de même sexe, on peut tout à fait préserver le fait que les enfants adoptés par un couple de même sexe sont bien entendu, y compris symboliquement, des enfants nés de l'un et l'autre sexe, si on leur reconnaît leurs origines personnelles. Alors, beaucoup confondent cela avec une autre question qui est très différente, mais et donc dans des pays européens, qui est est-ce que c'est insupportable qu'un enfant soit élevé par deux personnes de même sexe? Il ne faut pas confondre ces deux questions, parce qu'elles l'ont été dans le passé. Bien sûr que les enfants naissaient de l'un et l'autre sexe, mais en plus, ils devaient être élevés par l'un et l'autre sexe. Alors, je rappelle un chiffre qui m'a toujours fasciné, c'est qu'au XVIIIe siècle, vous savez qu'un quart des mariages étaient des remariages après veuvage, et que les démographes nous disent que les gens se remariaient en moyenne 6 mois après leur veuvage. Alors pourquoi est-ce que les gens se remariaient si vite? C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas l'époux qu'ils avaient perdu. C'est parce qu'il était impossible à un veuf d'élever les enfants sans une présence féminine à la maison. Il était impossible à une veuve d'élever les enfants sans une présence masculine. Parce que la société vivait sur un principe de partition des rôles masculins et féminins, et que les tâches dévolues dans la famille à la mère et les tâches dévolues dans la famille au père ne pouvaient pas être dévolues à une personne de l'autre sexe. Alors, donc, vous voyez que cette question, évidemment, on ne peut plus la poser de la même façon. On ne dit plus aujourd'hui, les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants. Un homme va déchoir dans sa virilité s'il donne un biberon. Donc, il faut bien penser que aujourd'hui, justement, nous ne vivons plus sur l'idée que, en quelque sorte, un sexe est assigné à ne faire que la moitié des tâches parentales. Et donc, de ce point de vue-là, d'autres pays, j'ai fait un détour, mais d'autres pays, en quelque sorte, ont été beaucoup plus tranquillement que nous vers l'adoption par un couple de même sexe, parce qu'ils ont davantage pris en compte l'accès aux origines de l'enfant, et donc ils ont pu distinguer la possibilité pour deux hommes ou deux femmes d'élever ensemble un enfant, parce qu'il n'y a plus un principe de partition des tâches homme-femme, sans pour autant le moindre déni que l'enfant est né des deux sexes, et qu'il est constitué, donc il n'échappe pas, en quelque sorte, en aucune façon, à la distinction masculin-féminin. Alors, de ce point de vue-là, Madame Meunier, vous me posez la question de l'adoption simple. Il y a, et effectivement, c'est vrai que, sans entrer dans le détail technique, vous aurez le temps de le faire, le projet ouvre la possibilité de l'adoption simple de l'enfant du conjoint pour des couples de même sexe. Il y a un rapprochement général en ce moment entre l'adoption simple et l'adoption plénière, ce qui me permet de répondre à l'un et l'autre en même temps. Autrefois, on avait vraiment une adoption simple qui est une adoption cumulative, et où, en quelque sorte, les filiations pouvaient s'additionner, mais elles s'additionnaient, c'est ça qui est important, elles s'additionnaient à partir du principe que la filiation de départ restait la filiation pivot. Alors qu'aujourd'hui, du côté de l'adoption plénière, on va effectivement vers une logique de l'addition,
hein. Ce que demandent les enfants, c'est de ne pas avoir besoin de choisir entre parents de naissance et parents adoptifs, de pouvoir avoir les uns et les autres dans leur histoire de vie, mais sans les confondre, bien sûr. Et donc, vous voyez, de ce point de vue-là, il y a une logique du « et », en quelque sorte, qui remplace la vieille logique du « ou », de l'alternative, où pour avoir des vrais parents adoptifs, il fallait effacer, mettre dans les placards, dénier, etc. Mais la grande différence, c'est que, évidemment, c'est l'acte de filiation qui va... donc, les seuls parents, selon la filiation, ce seront les parents adoptifs. Hein, et pas du tout, bien sûr, les parents de naissance ou quoi que ce soit. Donc, accès aux origines, bien sûr que les débats ne sont pas séparables. Et je suis d'ailleurs heureuse de voir que cette question, nous avions discuté ici au Sénat au moment de la révision des lois de bioéthique. Il faut savoir que nous avions eu les plus grandes difficultés à l'époque, hein, à faire entendre un petit peu que derrière ces questions se jouaient des droits fondamentaux de la personne. J'avais moi-même dirigé à l'époque un numéro de la revue Esprit qui s'appelait rien de moins que la filiation saisie par la biomédecine. Parce que nous avions principalement, justement, comme adversaire, je peux le dire dans ces termes, une conception du pouvoir biomédical qui ne voulait pas entendre la moindre questionnement sur son modèle de pseudo-procréatif, d'assistance médicale à procréation, même dans les cas où, par hypothèse, justement, on avait recours à un tiers. Donc, il y a vraiment un rapport entre les deux situations, au sens où, effectivement, on cherche, mais avec des organisations différentes, ce qui explique qu'on ne peut pas se contenter de dire faisons de l'adoption simple et puis ce sera terminé. Parce que, effectivement, si on ne faisait que cela, on ne conforterait pas suffisamment le geste d'adoption. Donc, gardons de l'adoption simple l'idée cumulative. On peut avoir des parents selon la filiation et d'autres personnes, des géniteurs, des donneurs d'engendrement, etc. Mais conservons bien tout de même que les seuls parents selon la filiation, hein, ce sont les parents adoptifs dans le cas d'adoption plénière, ou ce sont les parents qui se sont engagés à l'avance à devenir les parents d'un enfant, les parents qu'on appelle intentionnels, qui sont les seuls parents dans le cas de la procréation médicalement assistée avec un tiers donneur. Bien, merci beaucoup. Je demande s'il y a d'autres questions, mes chers collègues, ou d'autres interventions. Ça marche? Oui. Et Madame Théry, vous êtes sûre d'avoir dit tout ce que vous vouliez dire? Est-ce qu'il n'y a pas encore une ou deux paroles que vous souhaiteriez dire? Vous savez, ici, c'est le temps de la liberté de la parole. Écoutez, puisque vous me donnez... Voilà, voyez bien. J'ai trouvé tout à fait normal, et c'était la moindre des choses devant vous, de n'évoquer que l'adoption, puisque vous le savez, seule l'adoption est dans le projet. Mais je ne suis pas plus sourde que vous aux débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'on pourrait se donner quelques minutes pour aborder quelque chose qui, certes, n'est pas au projet de loi, mais qui est discuté partout, qui est la procréation médicalement assistée. Simplement pour dire que... je suis d'accord, oui. Mais pour que vous puissiez dire quelques mots, parce que sinon, on va partir pour une heure. Et alors, ça va créer l'anarchie dans cette maison, vous comprenez bien, ce qui n'est pas l'habitude. L'anarchie. Non, mais je dis ça en riant, en souriant, vous voyez bien. Non, j'aurais simplement voulu dire, si vous voulez, je n'entre pas dans le détail technique, ni dans le détail des polémiques, mais parce que, comme j'ai essayé de retracer un mouvement long de l'histoire, le passage de ce modèle matrimonial de filiation avec ce principe d'exclusivité, un seul père, une seule mère, c'est-à-dire pas de pluriparentalité d'aucune façon avec le prix à payer, c'est-à-dire l'effacement de tout un ensemble de personnages. Les parents de naissance, les donneurs d'engendrement dans les cas des procréations assistées, mais aussi les beaux-parents dans les cas de recomposition familiale. Il fallait effacer tout ce monde qui semblait menacer l'unicité de la mère, l'unicité du père, même dans les cas où, par hypothèse, il y a eu plus qu'un homme et une femme dans la naissance d'un enfant, ou dans l'éducation d'un enfant, ou dans la vie d'un enfant. Donc je dirais que concernant la procréation médicalement assistée, je voudrais simplement vous faire remarquer que la logique est la même.
C'est-à-dire que de même que nous avons menti aux enfants dans le passé, en leur faisant croire que leurs parents adoptifs étaient leurs géniteurs, on l'a fait avec les meilleures intentions du monde, on l'a fait envers les parents, envers les enfants, et puis on a compris qu'on pouvait sortir de là, qu'on n'allait pas disqualifier les parents adoptifs, bien au contraire, et qu'on n'allait pas les menacer, bien au contraire. Et j'ai vu moi-même des parents adoptifs et des parents de naissance être dans la même salle où une jeune femme née en Corée, encore une fois c'est la Corée, venait défendre une des premières thèses françaises justement sur l'accès aux origines. Et elle avait derrière elle ses parents et ce qu'elle appelait sa famille coréenne. Et elle avait rassemblé les morceaux épars de son histoire. De même, si vous voulez, cette logique, donc nous abandonnons un modèle pseudo-procréatif et nous respectons davantage les enfants parce que leurs parents comprennent que leurs intérêts peuvent être différents des leurs et finalement qu'en respectant les intérêts des enfants, ils sont plus à l'aise en tant que parents adoptifs. Et ce mouvement est très important. Nous avons fait la même chose et même en allant plus loin sur l'assistance médicale à la procréation. C'est simplement ce que je voudrais dire pour qu'il y ait une logique de mon propos, pour que vous le reteniez simplement de façon globale. C'est-à-dire que ce modèle matrimonial nous a amené à penser la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. J'insiste, c'est celle-là, et je ne parle pas de la procréation assistée intraconjugale. Je parle uniquement de celle avec un tiers donneur, dans laquelle, par hypothèse, si vous voulez, un couple où l'un procrée et l'autre pas, va engendrer un enfant avec la coopération d'une personne qui donne de sa capacité procréatrice pour que d'autres deviennent parents. On a été beaucoup plus loin dans la procréation médicalement assistée, dans la falsification, qu'on ne l'avait fait sur l'adoption. J'ai parlé d'un modèle pseudo-procréatif de l'adoption, mais j'ai dit, vous vous en souvenez, que dans l'acte de naissance de l'enfant, tout enfant pouvait savoir qu'il avait été adopté. Même s'il y avait par ailleurs d'autres éléments où il y avait des ambiguïtés qui étaient laissées sur le livret de famille, né d'eux, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant qui est né d'une procréation, d'un engendrement avec tiers donneur, sa filiation est entièrement falsifiée. Il n'a aucun moyen, dans son acte de naissance, de savoir qu'il n'est pas né de ses deux parents. On a là ce que la juriste Marcella Yacoub, qui a un sens de la provocation que personne n'ignore, appelait un crime parfait. Et là, il y a vraiment une question à méditer aujourd'hui. Avons-nous respecté les droits de l'enfant, les droits fondamentaux de la personne, en inventant un modèle justement qui falsifie la filiation, dans lequel l'homme, par exemple, qui par hypothèse n'est pas le géniteur, va faire une reconnaissance de l'enfant ou bénéficier d'une présomption de paternité qui par hypothèse sont des moyens d'établissement de la filiation charnelle, alors même qu'il n'est pas le géniteur. Voilà, vous voyez, alors j'insiste sur le fait que c'est le même raisonnement et que c'est donc la même contestation qui arrive avec le démariage, c'est-à-dire cette filiation qui maintenant est indépendante du modèle matrimonial. Et que donc de plus en plus de pays, de même que ils avaient et nous avions reconnu que l'enfant peut avoir des parents de naissance et des parents adoptifs, eh bien les enfants revendiquent l'accès d'abord à ne pas être pris dans un modèle pseudo-procréatif, c'est ça qui est très important, hein, et par ailleurs qu'ils puissent avoir à leur majorité, s'ils le souhaitent et uniquement s'ils le souhaitent, accès à leur dossier médical. Donc là, il en va vraiment, je crois, non seulement des droits de l'enfant, mais des droits fondamentaux de la personne. Peut-on priver une personne de l'accès à son dossier médical? Peut-on priver une personne de l'information qui, pour tant d'autres, est si importante? À qui dois-je d'être né, alors même que cette information est parfaitement connue et parfaitement conservée, et même, je crois, nécessairement pendant 30 ans par les autorités médicales? Donc, je pense que là, il y a eu peut-être, de notre part à tous, une certaine difficulté à distinguer des enjeux médicaux, des enjeux biomédicaux et des enjeux de filiation.
Et je crois que dans l'avenir, c'est pour ça que j'ai parlé d'une filiation saisie par la biomédecine, non pas pour mettre en cause la biomédecine. J'ai le plus grand respect pour les médecins, pour la bioéthique, etc. Mais pour le fait que ça n'est pas un problème médical qui était en cause, c'est un problème d'arrangement social. D'ailleurs, il n'y a pas de thérapeutique, si on peut dire spécial, dans le fait de recourir à un donneur de sperme. Et c'est un problème de filiation en général, de droit de la personne en général, dans lequel la biomédecine devrait être replacée dans le droit de la famille en général, dans le droit de la filiation en général. Mais c'est au fond la même question, avec, disons, un pas de plus dans la falsification qui a été fait avec les meilleures intentions et contre lesquelles les enfants, la génération qui nous suit, je peux dire, nous montre que nous avons peut-être eu tort et nous devons savoir entendre justement cette nouvelle génération quand elle proteste contre le sort qui lui a été fait. Je remercie en votre nom à tous Madame Irène Théry pour cet exposé, pour toute sa force de conviction, pour sa culture, sa science. Merci à vous, mes chers collègues, pour vos questions. Alors, nous allons sans aucune transition continuer avec l'audition suivante de Madame Héritier. Merci beaucoup, Madame Théry.